comme vous le savez tous, évidemment, la migration est une question complexe. Il y a des tonnes de publications sur le sujet. À la fois, la sécurité des personnes qui demandent une protection internationale ou une vie meilleure doivent être prises en compte. Comme doivent être prises en compte, évidemment, les préoccupations des pays qui craignent que les pressions migratoires ne dépassent leurs capacités. C'est pour ça qu'une politique européenne globale en matière de migration qui s'inscrit dans une perspective d'avenir et soit fondée sur la solidarité est un objectif primordial pour l'Union européenne. La politique donc, j'étais en train de vous dire que, évidemment, donc, la complexité de la question des migrations, qu'une politique européenne globale doit prendre en compte à la fois la sécurité des personnes qui demandent la protection internationale et les préoccupations des États membres qui craignent que les pressions migratoires ne dépassent leur capacité. Donc, c'est à la fois un principe de responsabilité et de solidarité qui est dans le traité, c'est ce que je vous disais. À l'article 80 du traité, les politiques de l'Union sont régis par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres. On sait, d'après les derniers eurobaromètres, que la question migratoire est une priorité forte pour 28% des Européens. En France, c'est 29%, c'est 40% en Allemagne et aux Pays-Bas. Alors, c'est une question qui a évolué au fur et à mesure des réformes des traités. Et la dernière révolution institutionnelle date de Lisbonne en 2009, qui fait passer la question de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et les questions migratoires, donc l'article 67 à 80 du traité, à la majorité qualifiée avec la procédure législative ordinaire, donc la codécision pour ceux qui sont un peu plus âgés. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que donc, on fait une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres. Évidemment, je ne reviens pas sur les différentes crises migratoires que nous avons connues en 2015-2016. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union européenne fait face à une hausse des demandes d'asile qui ont atteint 1,14 million en 2023. C'est le plus haut niveau que nous avons enregistré selon l'Agence européenne pour l'asile depuis 2016. Les entrées régulières dans l'Union européenne sont elles aussi en augmentation à 380 000 entrées en 2023, selon les chiffres de notre agence Frontex. Et évidemment, on peut regretter que cette tendance à la hausse risque de se poursuivre en 2024, cette année, puisque, vous savez, les facteurs de fragilité se multiplient dans de nombreux pays d'origine et de transit. C'est vrai en Afrique de l'Ouest, c'est évidemment vrai au Proche-Orient avec la terrible situation à Gaza. Donc, dans ce contexte, le 23 septembre 2020, la Commission avait publié son nouveau pacte migration et asile. Il visait à intégrer la procédure d'asile dans la gestion globale des migrations, en l'associant au contrôle préalable et au retour, et couvrant également la gestion des frontières extérieures, un renforcement de la prospective en termes de migration, une préparation renforcée, une réaction aux crises assortie d'un mécanisme de solidarité, et puis des relations extérieures développées avec les principaux pays d'origine et de transit. Alors, on est en plein dans l'actualité, puisque vous le savez, bien évidemment, le Parlement européen a voté, ça y est, le vote final a eu lieu hier, après 44 trilogues, Conseil, Commission, Parlement, 44 trilogues sur le pacte. Donc, c'était une réforme, il y avait une dizaine de propositions législatives qu'on avait déjà commencé à présenter en 2016, puis il y a eu beaucoup de blocages en 2018. Il y avait eu certains accords, notamment sur le règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Là, on avait pu avancer puisque l'agence est mise en place en 2022. Mais beaucoup de choses étaient bloquées. Ça s'est débloqué sous la présidence française du Conseil de l'UE. Et puis en septembre 2022, le Parlement européen et les 5 présidences tournantes du Conseil s'étaient mis d'accord sur une feuille de route avec l'idée de parvenir à un accord sur le pacte d'ici juin 2024, avant les élections. Donc c'est ce qui s'est passé. Le 20 décembre 2023, on avait un accord sur les 5 règlements clés du pacte. Je vais les évoquer maintenant, le filtrage, la procédure d'asile commune, la mise à jour de la base de données des empreintes digitales, le règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration, et puis de nouvelles règles régissant les situations de crise.
En février 2024, les États membres, le Conseil et le Parlement s'étaient mis d'accord sur des règles uniformes pour les demandeurs d'asile, pour de meilleures conditions d'accueil et puis sur un nouveau cadre de lutte pour la réinstallation. Et c'est sur cette dizaine de textes que le Parlement a voté finalement hier. Donc, il y a eu beaucoup de réactions après le vote au Parlement. Le mot historique a été évoqué plusieurs fois. Le chancelier allemand, la Grèce, l'Italie a dit que c'était le meilleur compromis possible. Alors, c'est une réforme qui va permettre, c'est vrai, d'être plus ferme, d'avoir une politique migratoire plus ferme, avec un contrôle des frontières extérieures qui va être plus efficace, avec des contrôles harmonisés aux frontières, et puis surtout des procédures qui soient plus robustes et obligatoires en termes d'asile et d'éloignement à la frontière, avec des leviers renforcés pour lutter contre les détournements de la procédure d'asile. Une politique migratoire qui devrait être mieux ordonnée avec des mesures concrètes pour lutter contre les mouvements secondaires. C'est une politique migratoire qui devrait être plus équitable avec un régime de solidarité qui sera pérenne entre les États membres et qui sera obligatoire, je vais y revenir. Et puis qui sera plus résilient en cas de crise ou de force majeure. Alors, il ne faut pas voir ces règlements en isolation, et c'est un peu la crainte qu'on avait hier, qui s'est traduit dans les débats qu'on a pu voir au Parlement et dans les questions des journalistes. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas un vote sur un des éléments? Ça aurait été extrêmement embêtant parce que chacun de ces règlements, alors c'était des directives pour beaucoup d'entre elles en 2016, 2018, et puis on a transformé avec le pacte ces propositions en règlement, mais toutes sont interdépendantes. Il y a beaucoup de références croisées dans chacun des règlements, et donc il faut vraiment voir ces règlements comme une approche globale en matière de politique migratoire. Je l'ai dit, plutôt un bon accueil évidemment au niveau des États membres. Vous savez que le Conseil de l'Union européenne va se prononcer quant à lui de manière finale au mois de mai, et puis il rentrera en vigueur en 2026. Alors, je vais revenir sur les propositions les plus importantes du pacte. Alors, ça commence, la première chose va être un filtrage aux frontières extérieures. La proposition de règlement au filtrage remédie aux lacunes qu'on avait constatées dans la gestion des flux mixtes de recensement de pays tiers qui arrivaient régulièrement dans l'Union européenne. Par exemple, les demandeurs d'asile, les migrants économiques, les personnes secourues lors d'opérations de recherche et de sauvetage en mer. Donc, l'idée avec ce règlement, c'est d'avoir des règles uniformes concernant l'identification, les contrôles sanitaires et les contrôles sécuritaires qui se feront aux frontières extérieures de l'Union. Notamment les contrôles sanitaires, en particulier, devraient permettre d'éliminer les risques pour la santé publique et d'identifier les personnes qui sont les plus vulnérables pour leur fournir l'assistance nécessaire. Et puis, ça permettra également une fluidité plus importante, puisque les contrôles vont permettre de faciliter la détermination de la procédure appropriée de l'asile ou du retour. Et si la procédure d'asile est accordée, est-ce que ce sera la procédure d'asile normale, classique, ou une procédure accélérée d'asile à la frontière, puisque nous avons créé une procédure d'asile à la frontière. Je vais en parler dans un instant. Et donc, ça permet d'orienter les gens dans la bonne procédure en 7 jours. Et donc, c'est une procédure, un filtrage qui va être obligatoire pour tout le monde, pour le franchissement irrégulier des frontières extérieures, pour les gens qui sont secourus à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, et puis pour les demandes les demandes de protection internationale au point de passage frontalier, mais pour des gens qui ne remplissent pas les conditions d'entrée. Donc, je tiens à souligner qu'il y aura, parce qu'on entend beaucoup de choses depuis hier et beaucoup de choses fausses malheureusement, il y aura un mécanisme de surveillance de cette procédure de filtrage qui devrait être mise en place par les États membres. Et ça peut se faire par des ONG ou par des corps indépendants pour vérifier que le filtrage se passe dans le respect du droit européen. Et en ce sens, vous savez qu'on a une agence des droits fondamentaux, elle est américaine, cette agence peut fournir des conseils aux États membres en la matière. Donc le filtrage, ça va permettre aussi
de vérifier que les personnes qui rentrent ne sont pas recherchées pour des risques sécuritaires. On pourra interconnecter certaines bases de données pour vérifier que les gens ne sont pas recherchés, par exemple, ou ce type de choses. Le deuxième règlement, qui est vraiment l'un des deux règlements les plus importants, c'est le règlement sur les procédures d'asile, qui est un règlement qui a vraiment vocation à rationaliser la procédure d'asile. C'est la deuxième étape du processus après le filtrage. Là aussi, c'est une proposition qu'on avait faite déjà en 2016, vous vous rendez compte. C'était une directive à l'origine qu'on a donc transformée en règlement. L'idée, c'est d'avoir des procédures à la frontière qui soient obligatoires afin de pouvoir évaluer rapidement aux frontières extérieures. C'est ce qu'on appelle la procédure spéciale de demande à la frontière. Les demandes qui sont infondées ou irrecevables. Les demandes qui sont infondées ou irrecevables. Les demandes qui sont manifestement abusives, par exemple, si on présente des faux documents, si on ment aux autorités nationales devant lesquelles on fait la demande, si le demandeur représente une menace pour la sécurité intérieure de l'UE. Donc, cette procédure à la frontière, elle peut durer 12 semaines maximum. Enfin, il y a des dérogations, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas envisagés dans les règlements, et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça permet d'aller plus vite et d'exclure les demandes qui ont vraiment très peu de chances d'aboutir, et ce, en 12 semaines. Et si la demande est refusée, ça permet d'envisager le retour dans le pays d'origine également en 12 semaines. Alors, ça s'applique également, par exemple, dans les différents critères, ça s'applique également, par exemple, aux personnes qui ont très peu de chance d'avoir une protection internationale sur la base d'un faible taux d'asile qui est obtenu. Par exemple, si 20% des ressortissants des pays obtiennent de fait l'asile au sein du... Par exemple, il y a beaucoup de demandes d'asile en provenance du Maroc. On sait que le Maroc la procédure d'asile n'est pas accordée par les États membres pour de nombreux Marocains. Donc, on harmonise les conditions d'asile. C'est à souligner que cette procédure ne s'applique pas, cette procédure à la frontière ne s'applique pas aux mineurs qui sont non accompagnés. Là, c'est la procédure classique qui s'applique. En revanche, c'est vrai qu'elle s'applique aux familles avec des enfants. Et là, je dois, parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires sur ce point. Alors, ce point n'était pas dans la proposition originale de la Commission, ni même dans la proposition, les amendements du Parlement européen, mais c'est une volonté du Conseil. Donc, mais il y a des garanties qui s'appliquent pour ces familles, notamment les conditions d'accueil qui sont dans la directive qui harmonise les conditions d'accueil. Je vais y revenir dans un instant. Donc, une procédure de demande d'asile qui est harmonisée au sein des États membres et qui devrait faciliter des délais beaucoup plus rapides parce que ça peut prendre des années auparavant, ça pouvait prendre des années auparavant, donc là, ce sera des semaines. Et puis, on travaille évidemment dans le même temps, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la multiplication, l'intensification des accords de réadmission avec les pays d'origine des migrants. Vous savez qu'on a conclu des accords avec la Turquie, avec la Libye, par exemple. Et on a également nommé le 2 mars 2022 un coordinateur de l'Union européenne qui est chargé des retours et qui sera chargé d'assister, de soutenir les États membres en la matière avec un soutien opérationnel, des conseils notamment dans les accords bilatéraux s'il y en a avec les pays de retour. Vous savez que c'est un sujet évidemment fondamental puisque en 2022, seulement 22% des personnes qui ont fait l'objet d'une décision de retour ont effectivement été renvoyées dans leur pays d'origine. Le troisième règlement très important, qui est vraiment les deux règlements les plus importants, hein, c'est la procédure d'asile à la frontière et puis ce règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration. En anglais, le titre c'est ANRR, vous pouvez le voir peut-être plus souvent que le titre en français.
Donc, cette troisième proposition, règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration, il a pour but de remplacer le règlement de Dublin, avec un système qui avait été établi en 1990, qui avait été actualisé en 2003, en 2013. Donc là, ce nouveau règlement remplace Dublin. Le principe le demandeur d'asile continue, le pays d'entrée continue à être le premier pays d'entrée continue à être celui responsable pour la demande d'examen d'asile, mais le règlement a été aménagé. Par exemple, si le demandeur d'asile a un diplôme d'un autre État membre, c'est l'État membre dont il a le diplôme qui sera chargé de cet examen si le diplôme n'est pas plus vieux de 6 ans. Et puis, il y a d'autres aménagements de ce règlement. Vous savez qu'un nouveau mécanisme de solidarité, là aussi beaucoup de choses pas très correctes que j'entends sur le sujet. L'idée, et c'est vraiment un des points fondamentaux de cette réforme du pacte, c'est toujours les mêmes États membres qui font face à un afflux massif. En 2003, par exemple, c'était 4 pays qui ont reçu les 2 tiers des demandes d'asile. Ça a été l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Dans le passé, c'était la Grèce, on voit Chypre aujourd'hui. Donc, ce nouveau un mécanisme de solidarité va permettre d'équilibrer le système actuel. Il y a des nouvelles règles. Donc, ce n'est pas une solidarité facultative, c'est une solidarité obligatoire, sauf que les États membres ont le choix d'appliquer le type de solidarité qu'ils veulent. Donc, il y a un choix de contribution. Ça peut être une relocalisation dans un autre État membre. On a fixé un seuil de 30 000 personnes à relocaliser par an. Ça peut être des contributions financières et ça peut être d'autres mesures de solidarité. Ça peut être la mise en place d'équipements, de véhicules, ça peut être la mise en place de conseils d'aide dans la négociation avec les UPTR pour le retour. Donc, là aussi, on a un coordinateur de l'Union européenne sur cette question de la solidarité pour suivre la mise en place de ce principe et comment ça va marcher très concrètement. J'entends bien avec mon téléphone. Donc, encore une fois, c'est pas facultatif. Hein. Et puis, ça aidera vraiment les États qui font face à une pression migratoire ou qui ont un risque de pression migratoire. Donc, chaque année, on fera un rapport sur la situation. Là, on parle de prospective aussi avec l'aide de Frontex et de l'Agence européenne pour l'asile. Et puis, le coordinateur de l'UE identifiera aussi les problèmes qui peuvent se poser. Le quatrième règlement, c'est Eurodac, un règlement qu'on avait proposé en 2003. On l'avait élargi son champ d'application en 2016. Et là, l'idée, c'est qu'on a à nouveau élargi Eurodac. Donc, c'est les empreintes digitales de tous les migrants qui sont en situation irrégulière et les demandeurs d'asile qui ont été enregistrés dans les États membres de l'UE et les pays associés. Il va permettre ce nouveau règlement de recueillir plus de données, notamment des images faciales, des données biométriques. On étend le champ d'application en incluant les données sur les ressortissants de pays tiers qui sont en séjour illégal dans l'UE mais qui n'ont pas demandé l'asile. On simplifie aussi l'accès pour les services répressifs des États membres. Ça permet aussi de contrôler la détection des mouvements qui n'ont pas été autorisés au sein de l'Union européenne. Et puis, on allonge la durée de détention des données à 10 ans. Et enfin, on abaisse l'âge de 14 ans à 6 ans. Alors, ça peut paraître choquant pourquoi prendre les données des enfants de 6 ans? Il faut bien garder en tête que cette mesure a pour aider de protéger ces enfants. Ne pas les avoir signifie transparence, invisibilité. Et invisibilité veut dire mesures renforcées pour les trafiquants et les criminels de toutes sortes. Donc l'idée à travers cela est aussi de couper court à la criminalité et de protéger les enfants. On a un cinquième règlement qui est très très important dans le cadre du pacte. C'est le règlement pour faire face aux situations de crise, comme celle qu'on a pu connaître en 2015-2016. L'objectif,
générale de la proposition qui prévoit l'adaptation des règles relatives aux procédures d'asile et de retour. Donc le mécanisme de solidarité, ça, c'est le même que, c'est pour ça que je disais que les règlements sont interdépendants les uns des autres. Hein, je vous ai parlé de la procédure de solidarité qui est mise en œuvre par le règlement sur la gestion de l'asile et de la migration. Donc là, c'est le même processus de solidarité qui va s'appliquer. Évidemment, en cas de crise, il y a des tas de dispositions pour avoir des procédures simplifiées, des délais raccourcis. Là aussi, en cas de crise, la solidarité est obligatoire. Donc là, sur la relocalisation, tous les États membres doivent contribuer en fonction de critères qui ont été prédéfinis, qui ont donné lieu à de nombreuses négociations. Vous pouvez imaginer, hein, ça a été bloqué pas pour rien depuis 2020, notamment sur cet aspect de la solidarité. Donc c'est chaque État membre en fonction de sa population et de son PIB. Donc, alors, je lis beaucoup, et je crois voir d'où ça vient, mais que si un État membre refuse un migrant, il devra payer 20 000 euros. Non, pas du tout. Encore une fois, c'est faux, hein. Le choix de la solidarité, c'est l'État membre qui va décider comment il vient en aide à son partenaire européen. Il peut le mettre à disposition, comme je vous le dis, hein, des différents équipements, des véhicules, des tentes. Il peut aussi l'aider financièrement, il peut l'aider pour le retour. Bon, donc, le choix de la solidarité est total pour les États membres. Et évidemment, il se fait en soutien avec les agences Frontex pour aider au retour, et c'est ce qu'ils font déjà. Il y a des mécanismes qui sont renforcés de ce point de vue-là en termes d'aide des agences. Et ce règlement donc, prévoit aussi également les situations de force majeure. On a tiré le leçon de la crise sanitaire avec le Covid. Et donc là aussi, en termes de délai, on peut prolonger certains délais en cas de force majeure. Pareil, les délais d'enregistrement des demandes d'asile peuvent être prolongés en cas de force majeure. Donc là, c'est les 5 règlements vraiment les plus importants du pacte pour la migration et l'asile. Et puis s'y ajoute un règlement, un nouveau cadre de vie pour la réinstallation, des règles uniformes pour les demandes d'asile et puis des règles pour de meilleures conditions d'accueil. Alors, le nouveau cadre pour la réinstallation, c'est notamment, on a fait des programmes de réinstallation ad hoc dans l'UE. Là, on prévoit un cadre de 2 ans, plus de prévisibilité, et puis notamment pour aussi répondre à nos engagements internationaux aux médias, notamment pour le Forum mondial global sur les réfugiés qui est mené par l'ONU. Donc c'est un mécanisme de réinstallation qui est volontaire pour les États membres qui le veulent, mais là aussi, dans ce cadre volontaire, on a établi des procédures communes qui permettent de réduire les divergences nationales. Et donc, ça permet aux États membres de contribuer aux initiatives de réinstallation et d'admission humanitaire qui sont prises au niveau mondial. Et là aussi, la Commission et les fonds européens aident les États membres qui s'engagent dans ces processus. Donc, ce règlement, c'est un nombre total maximum de personnes à admettre, les contributions des États membres et puis des priorités géographiques générales. On a aussi établi des règles uniformes pour les demandes d'asile, j'en ai parlé tout à l'heure. On a harmonisé au niveau des 27 les règles de protection et les droits des demandeurs d'asile dans l'ensemble des États membres. L'idée, c'est d'éviter ce qu'on a pu appeler la course au droit d'asile. Donc là, il y aura de nouvelles règles de l'UE pour assurer un traitement équitable des demandeurs d'asile. Et surtout, l'idée, c'est qu'ils soient traités de la même manière dans l'ensemble des États membres. Donc, il y a des critères communs qui ont été définis pour identifier les personnes qui ont véritablement besoin d'une protection internationale et de définir les droits communs à ces personnes dans tous les États membres. Donc là aussi, l'idée, c'est de réduire les mouvements secondaires entre les États membres et de qualifier la protection internationale de la même manière, avec aussi clarifier les droits et les obligations des bénéficiaires de la protection internationale. Et puis enfin, on a une directive cette fois, c'est la seule directive qu'on a, c'est sur les meilleures conditions d'accueil. Là aussi, c'est une proposition que nous avons faite en 2016, qui était bloquée depuis 2018.
Donc, c'est des nouvelles règles qui permettent d'accueillir les demandeurs d'une protection internationale euh, pour bénéficier d'un niveau de vie qui soit comparable dans tous les États membres en limitant aussi les mouvements secondaires entre les États membres. Ça permet de standardiser les conditions d'accueil euh, et, et, euh, et de, euh, voilà, de permettre que de régler aussi les mouvements secondaires. Notre agence pour l'asile, qui est basée à Malte, a défini des indicateurs et des règles pour aider les États membres, notamment en termes de logement, d'éducation, de santé. Euh, donc, voilà ce qu'est le pacte. Il y a aussi une directive qui est toujours en cours le Parlement est en train de définir sa position pour la première mission. Elle fait partie du pacte. C'est la décision en matière de retour. Pour le moment, on a adopté une recommandation en mars 2023 qui donne des conseils aux États membres pour améliorer leur procédure de retour. Et puis, vous savez qu'on a un rôle en la matière extrêmement important. On est très engagé avec certains pays tiers pour la réadmission. Et le Conseil européen rappelle régulièrement qu'il faut évidemment utiliser absolument tous les leviers possibles à la disposition de l'Union européenne. C'est vrai pour nos dialogues politiques, pour nos relations diplomatiques avec les États. Là, vous savez qu'on a nos délégations de l'Union européenne dans les États tiers qui jouent un rôle important. On a nos outils en termes de commerce, de développement, la possibilité de visa, d'exclure certains pays, des facilitations pour les visas. Voilà. Donc, on continue à travailler sur ces points. Donc, c'est le pacte. Alors, c'est un compromis, hein, c'est un vote démocratique qui a lieu. C'est un compromis qui a été trouvé après presque 10 ans, j'ai envie de dire, parce que si vous revenez aux premières propositions de 2016, on n'est pas loin. Donc, maintenant, il doit être mis en œuvre d'ici 2026. Et je reste convaincue que c'est quand même mieux que le statu quo. Alors, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois? D'ici au mois de juin, la Commission européenne, qui joue vraiment un rôle important dans la mise en œuvre du pacte, et pour être sûr que l'approche globale est maintenue, appliquée, respectée, la Commission va présenter un plan commun de mise en œuvre d'ici le mois de juin, qui a vocation à accompagner les États membres dans la mise en œuvre à chaque étape du processus, avec évidemment un soutien financier. Les fonds asile, migration, les fonds de cohésion vont être mis à la disposition des États membres, des soutiens techniques et des soutiens opérationnels. Donc là, évidemment, ce travail mobilise énormément les énergies, aussi bien à Bruxelles que dans les États membres, parce que vous imaginez bien qu'il va y avoir des tas d'aspects de législation nationale à modifier. Il va y avoir des plans opérationnels à mettre en place. Par exemple, les Belges ils ont déjà commencé à travailler pour être prêts, puisque les États membres vont présenter leurs plans nationaux de mise en œuvre d'ici le mois de décembre. Il y aura à la fin du mois, le 29 avril, à Gand, dans le cadre de la présidence belge, une conférence avec les États membres pour discuter de la mise en œuvre du pacte. Et puis, ça va être discuté au Conseil Affaires intérieures du mois de juin. Parce que tout ce que je vous ai dit, ça veut dire de nouveaux recrutements, ça veut dire de nouveaux dispositifs à instaurer. Ça veut dire aussi probablement adapter certains outils. Par exemple, j'ai parlé du nouveau système informatisé Eurodac pour le recueil des empreintes. Là, c'est notre agence Univisa sur les systèmes d'opération qui aide les États membres avec des équipages techniques des ministères de l'Intérieur pour aider à mettre en place ces nouveaux outils, ces nouveaux systèmes d'information. Il va falloir prévoir de nouvelles infrastructures d'accueil et de traitement des demandes aux frontières extérieures. Et ça veut dire aussi, évidemment, mobiliser rapidement les financements ouverts par les fonds européens que j'ai mentionnés. On vient de réaliser à mi-parcours les fonds européens et vous savez qu'on a à peu près 10 milliards d'euros supplémentaires pour l'immigration et notamment pour la dimension extérieure de l'immigration. Donc, c'est des aspects qui vont être discutés à la conférence dont j'ai parlé à Gand le 29 avril
Et puis, ça va aider la commission à présenter donc, son plan de mise en œuvre au mois de juin. Et puis, discussion avec les États membres. Et chacun des États membres va présenter en décembre, d'ici la fin de l'année, décembre janvier 2025, le plan d'action nationaux pour la mise en œuvre. Alors, je vais dire un petit mot des agences qui aident beaucoup de manière technique, opérationnelle des États membres. J'ai parlé de l'agence pour l'asile qui est à Malte, qui améliore le fonctionnement du régime d'asile européen commun. Elle fournit une assistance opérationnelle, des formations aux autorités nationales des pays de l'UE. C'est à peu près 500 experts qui sont basés à Malte et qui peuvent aider les États membres en la matière. Un petit mot sur Frontex également, puisque vous savez que c'est une agence qui a été créée en 2004, mais qu'on a renforcée depuis lors de manière quasiment permanente, en 2016, en 2019. C'est l'agence la mieux dotée, puisqu'elle a presque 900 millions d'euros par an. On a renforcé les compétences de l'agence avec une veille permanente, une assistance aux États membres qui le demandent. Frontex peut aussi soutenir les États membres dans l'enregistrement et l'identification des migrants à leur arrivée. Elle peut aussi coordonner les opérations de renvoi de migrants irréguliers vers leur pays d'origine. Elle peut coordonner des opérations, différents moyens techniques. Elle l'a fait d'ailleurs avec de nombreuses opérations depuis 2015-2016 pour aider les États membres à gérer les situations auxquelles ils sont confrontés. C'est à peu près 2000 personnes, Frontex. Alors, bon, vous savez qu'elle a été critiquée, mais enfin, ils font un travail extrêmement important. Ils gèrent également, je n'ai pas le temps de développer cet aspect, mais ils gèrent également le mécanisme Eurosur, qui est un mécanisme qui avait été créé en 2013, qui est un système européen de surveillance des frontières. Et donc, c'est Frontex qui gère ce système, qui permet aussi de recueillir les images satellites et ce qu'aucun État membre ne pourrait faire tout seul, la surveillance spatiale et les services qui sont proposés par Eurosur. Donc, c'est aussi des technologies de pointe qui permettent d'éviter des doubles emplois et de réduire les coûts pour les États membres. Un petit mot aussi également de notre agence de soutien aux services répressifs des États membres, Europol. Depuis les différentes crises migratoires, en 2016, on a créé un centre de lutte contre le trafic de migrants qui est monté en puissance depuis 2016. J'ai juste vous dire que dans les différentes opérations que nos États membres mènent avec le soutien d'Europol, on a permis en 2022 l'arrestation de 9900 personnes. Sur ces 9900 personnes, il y avait 3646 passeurs de migrants. Donc, ce centre de lutte contre les trafics de migrants au sein d'Europol va monter en puissance également. Un petit mot également de la dimension et l'agence ISULISA, c'est l'agence de système d'information qui est fortement mise à contribution actuellement, puisqu'elle soutient évidemment dans les systèmes informatiques, les différents systèmes informatiques que j'ai mentionnés pour que ce soit interopérable, les systèmes à la frontière. Un mot, j'en ai parlé, mais la dimension extérieure du pacte, elle est extrêmement importante. On va continuer à multiplier les accords avec les pays d'origine et de transit de migrants. Vous savez qu'on a passé des accords avec la Tunisie, avec la Mauritanie. Le dernier en date, c'est un accord avec l'Égypte. C'est des nouveaux schémas de coopération avec ces pays, c'est des accords globaux pour de très nombreux domaines. Par exemple, la Tunisie, il y a 5 piliers, dont la migration et la mobilité. L'Égypte, on a 6 piliers politiques, diplomatiques sur l'eau et également sur la migration, avec un soutien financier important. Sur l'Égypte, c'est 7,4 milliards d'euros, à la fois de prêts et de subventions. Et on compte bien continuer à poursuivre des partenaires qu'on identifie comme prioritaires. C'est vrai pour le Bangladesh, le Pakistan, le Maroc, le Sénégal, les Balkans, bien sûr. Donc, la dimension extérieure du pacte est extrêmement importante. Et bon, sur la Tunisie, par exemple, il y a des tensions, il y a certaines postures adoptées par les autorités tunisiennes, mais on note tout de même
un net recul des arrivées depuis le mois d'octobre et ça se poursuit là au courant 2024. Et puis, je l'ai dit, l'article 25 du Code des visas, il permet des mesures restrictives en matière de délivrance de visas s'il y a une mauvaise coopération en matière de réadmission après une première phase de démarche. Et alors, pour l'instant, c'est une procédure qu'on a appliquée à l'égard de la Gambie, mais qui pourrait être étendue. On négocie en ce moment avec l'Irak, avec le Sénégal. Mais donc, c'est une dimension extrêmement importante parce que, évidemment, on n'est pas isolé et que, notamment pour la politique des retours, il faut des accords avec les États tiers. Un mot aussi, rapidement, pour vous dire que il faut voir le pacte dans un contexte global. Vous avez certainement entendu parler de l'initiative qu'on avait lancée en fin 2021, Global Gateway, vous savez, cette stratégie européenne visant à développer des projets durables de haute qualité dans les États tiers, les pays partenaires. Global Gateway, c'est quand même 300 milliards d'euros d'investissement public et privé entre 2021 et 2027, 150 milliards d'euros en Afrique. On a lancé 90 projets extrêmement importants en 2023 dans différents pays sur le numérique, l'énergie, les transports, la santé, l'éducation. Donc il faut aussi tenir compte de cet aspect-là. Sur le trafic de migrants, je vous ai parlé du centre d'Europol, mais en novembre dernier, on a aussi proposé une mise à jour du cadre législatif de lutte contre le trafic de migrants dans l'Union européenne. C'est un cadre législatif qui datait de 20 ans. Et donc, on a fait une proposition pour avoir des règles minimum au sein des États membres pour prévenir et combattre l'aide à l'entrée au transit et au séjour non autorisé dans l'Union européenne, avec des sanctions plus sévères pour les passeurs. Et puis, on avait lancé en novembre 2023 à Bruxelles un appel en faveur d'une alliance mondiale pour lutter contre le trafic de migrants. Et on aurait une autre conférence au printemps là, au Danemark. Enfin, très rapidement, évidemment, c'est aussi une critique que j'entends, mais c'est aussi un aspect sur lequel nous travaillons, bien évidemment, c'est les voies légales, bien sûr, c'est les voies d'entrée sûres et légales en Europe. La priorité est évidemment de trouver de la main-d'œuvre avec des pénuries persistantes de compétences au sein des États membres et donc de trouver le potentiel de main-d'œuvre interne à l'Union européenne. Mais évidemment, il y a aussi des changements démographiques dans l'Union européenne. Hein. Par exemple, le 17 janvier 2023, on a publié un rapport sur l'impact du changement démographique, un rapport que je vous invite à lire, c'est vraiment assez édifiant. Et donc, évidemment que favoriser les voies légales, c'est aussi un sujet totalement prioritaire pour l'Union européenne. On travaille avec des procédures simplifiées pour le permis unique, une révision de la directive sur les résidents de longue durée. Et puis, un point important qu'on a publié en novembre dernier, novembre 2023, c'est un train de mesures sur la mobilité des talents. Et parmi les différentes mesures qu'on a prises en 2023, puisque vous savez, c'était l'année européenne des compétences, on a adopté l'idée d'avoir un réservoir européen de talents, avec notamment une plateforme à l'échelle de l'Union européenne qui va permettre de mettre en relation les citoyens de pays tiers qui souhaitent venir travailler dans l'Union européenne et les employeurs dans les États membres qui n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire au sein de l'UE. Donc, on a proposé ça aux États membres, c'est en train d'être négocié, mais il faut tenir compte de ces aspects. Donc, les voies légales, c'est aussi une priorité de travail pour l'Union européenne, puisqu'on sait que la population en âge de travailler dans l'UE va passer de 265 millions en 2022 à 258 millions en 2030, et qu'on a une population globalement qui va baisser à partir de 2026. Voilà, les financements européens, je ne me sens pas là-dessus, mais évidemment, je vous l'ai dit, on a révisé le cadre à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, c'était lors du Conseil européen du 1er février dernier. Donc, des fonds à la disposition des États membres qui vont être mis à leur disposition, qui vont être discutés aussi avec les États membres selon leurs besoins. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est à peu près l'essentiel de ce que je voulais vous dire.
il y a pas mal d'appels à projets qui sont publiés. Hein. Vous pouvez les voir sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez les voir aussi sur le site de la NCC. Il y a une page sur l'Europe s'engage qui est assez bien faite, où les appels à proposition sont publiés. Alors, j'ai été assez longue, je vous prie de m'excuser, mais je veux vraiment qu'il faut garder cette vue globale du pacte migration. Il y a le pacte, les règlements que j'ai évoqués, mais il y a aussi toute la dimension extérieure qui est vraiment extrêmement importante. Il y a aussi la lutte contre les passeurs, les trafiquants de migrants, tous ces gens qui s'enrichissent sur la misère. Et puis la proposition de travailler sur les voies illégales pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre en Europe et de renforcer les voies légales, mais aussi une manière de diminuer l'immigration irrégulière. Voilà, je suis désolée, j'étais trop longue, mais je voulais vous dire tout ça parce que c'est lié, évidemment, et c'est important d'avoir quand même cette image globale, conscient. Euh, 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 pour les liens, il faut faire ces liens parce que c'est extrêmement important. Voilà. Alors, il y a beaucoup de détails, évidemment, dans lesquels je ne suis pas rentrée. Juste, vous avez mon adresse email hein, à la fin du PowerPoint. Si vous avez des questions, là, je vais répondre à vos questions. Et si vous avez des questions plus précises, surtout, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, qui ne sont pas tout à fait correctes, je dois dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin voilà, de précision. Et je réponds à vos questions. Merci beaucoup. À votre disposition. Il y a Merci à vous. un petit message déjà d'Olivier Brunet de Nantes. Donc, Oui, pour vous remercier pour la présentation. C'est vrai qu'on a eu un problème technique par rapport au son, mais bon, on a essayé petit à petit de les résoudre, même si c'était pas la qualité attendue pour tous les invités. Mais bon, on espère que vous avez pu finalement suivre un peu les débats et la présentation. Donc maintenant, on rentre dans la partie des questions-réponses. Si jamais vous avez des questions, et là, après, vous avez toujours affiché maintenant avec la présentation et le partage d'écran le mail de Céline Ruiz. Bon, si jamais vous avez des questions plus précises ou vous pouvez, vous voulez échanger plus concrètement avec elle, n'hésitez pas à l'envoyer un mail en demandant de choses. Donc voilà, je vous laisse la parole, soit par les chats, soit par les micros. Donc voilà, je donne la parole à Olivier. oui. Oui, mais merci Céline. C'était juste un petit commentaire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur le sujet, et puis c'est un grand sujet d'actualité. Bon, nous, on est dans le franco-européen, donc on va voir ce débat-là évoluer rapidement, certainement en perspective de la campagne du 9 juin. Je comprends et je retiens que En fait, on va plutôt vers un durcissement des règles. Et donc là-dessus, j'aurais tendance à ne pas rendre égales les contestations de l'extrême droite et les contestations de la gauche. J'essaye de faire une lecture un peu à voix haute de ce qui peut se passer dans le débat politique français. Et en me disant que l'extrême droite exagère complètement parce qu'on va vers un durcissement ou est-ce qu'on ne va pas vers un durcissement? C'est comme ça que je le comprends en tout cas et qu'après, naturellement, c'est une solidarité et un consensus. Donc, sur l'angle européen, on n'aura pas de mal à défendre qu'il vaut mieux un pacte que pas de pacte du tout. Mais bon, si tu avais la gentillesse d'aller un petit peu plus loin et peut-être un petit peu moins politiquement correct sur avoir un peu un avis entre nous sur ce franco-européen, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment aux gens? merci beaucoup, Olivier. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on est critiqué très fort par l'extrême droite, qu'on est critiqué très fort par l'extrême gauche, c'est peut-être qu'on a trouvé une balance. En tout cas, bon. Le pacte, c'est 23 septembre 2020. Le Parlement vote final hier, 12 avril 2024. Et dit négociation qui avait déjà commencé avant. Donc, imaginez, avec la Pologne, la Hongrie d'un côté, des États membres pas du tout d'accord sur les conditions. Le résultat du pacte, c'est le résultat d'un compromis, d'un consensus. C'est jamais parfait un compromis. C'est pour ça qu'on a autant de critiques dans l'UE, pas seulement sur le pacte, mais sur un tas de législation. Mais à la fin, c'est une balance. C'est un compromis entre des gouvernements. Il y a des choses qui n'étaient pas dans la proposition initiale de la Commission, ni même dans les amendements du Parlement européen, mais auxquels le Conseil tenait tout particulièrement. Et au Conseil, on travaille avec les gouvernements qui sont à la table du Conseil.
C'est vrai pour la Hongrie, pour l'Italie, pour la Pologne à l'époque. Bon, la Pologne, même avec le changement de gouvernement, vous avez vu qu'ils n'acceptent toujours pas le processus de solidarité. Donc, est-ce qu'on va vers un durcissement? Euh, oui. Et pourquoi on va vers un durcissement? En tout cas, une meilleure gestion des procédures, plus rapide et mieux organisée. Parce que dans le triangle institutionnel, commission, conseil, parlement, il y a le conseil, et le conseil, c'est le gouvernement avec lesquels nous travaillons et qui vote à la fin. Et ce pacte, il a été obtenu après 4 ans d'intenses négociations, vraiment. Donc, c'est pas parfait, c'est le résultat d'un compromis, mais on a quand même réussi avec le Parlement à avoir des garanties. Bon, il y a ce mécanisme de solidarité qui va s'appliquer, et encore une fois, il n'est pas optionnel. Donc, il y a des mécanismes pour s'assurer qu'il va être mis en place. Il y aura, en cas de problème, il y a un forum de haut niveau qui va être mis en place au niveau des ministres. Je pense que ça sera comme l'état de droit. Au final, on finira toujours par trouver des accords, je le pense. Hein. Mais ouais, il est résultat d'un compromis, le pacte. Donc c'est vrai qu'il y a un durcissement, mais il y a quand même beaucoup de garanties pour les mineurs non accompagnés, pour les familles avec les enfants. Il y a des garanties dans les centres dans les centres de détention. Il y a un mécanisme de surveillance qui va être mis en place. Je crois que c'est un équilibre qui est le résultat d'un compromis. Voilà. Je ne veux pas être trop langue de bois, mais je crois que c'est mieux que le statu quo, parce que le statu quo, rappelez-vous de Moria, de Lampedusa, enfin, toutes ces situations qui sont absolument atroces. Enfin, et les citoyens se disent, mais comment on est dans l'Union européenne et on n'arrive pas à gérer ces situations? C'était pas tenable, il fallait avancer. Donc on a un compromis qui va permettre, je pense, d'améliorer la situation. On va voir les conditions de mise en œuvre, parce que maintenant, ce qui compte, c'est la mise en œuvre, vraiment, et de voir comment ça va se passer dans les centres d'accueil, de détention. Il y aura des centres de détention, oui, il faut dire. L'examen, le filtrage, comment ça va se passer. Ça va permettre quand même d'avoir des procédures beaucoup plus rapides, harmonisées. Donc, il y a quand même beaucoup d'aspects qui vont être améliorés. Mais encore une fois, le Conseil est ce qu'il est. Et on doit faire avec 27 gouvernements. C'est un vote démocratique. Merci beaucoup. Olivier, est-ce que j'ai répondu? Oui, 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 oui. À l'impossible, nul n'est tenu. Et effectivement, c'est des choses qu'il faut rappeler. C'est que c'est pas que la commission c'est le Conseil. En l'occurrence, je préfère moi personnellement une solidarité de fait avec l'Italie. Hein. Absolument. Je disais là, il y a quelques jours, au bout de 4 ans, voilà ce que les institutions européennes sont parvenues. Enfin, il y a eu 4 ans de négociations et des États membres bloqués ont été extrêmement difficiles dans la négociation. Alors, les institutions européennes, oui, enfin, on fait des propositions et puis après les États membres négocient et on est quand même tous parvenus. Je pense qu'il n'y aura aucun problème au Conseil au mois de mai. Il y aura peut-être encore des discussions, mais les citoyens européens attendent aussi qu'on règle ces situations. Et je crois que c'est en ayant une réponse européenne qu'on peut améliorer les choses, hein, ça, sans aucun doute. Merci beaucoup. On passe à la question suivante pour Nicolas. Merci. On ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez le micro Voilà, je ne coupé. t'entends pas. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est les jours de problème. Oui, je ne sais pas pourquoi on a un mauvais œil. Ouais, ouais. Nicolas, vous m'entendez? On vous entend, Céline, mais on n'entend pas Nicolas. Donc, est-ce que vous voulez écrire la question dans les chats et après... Alors, non, toujours pas. Non, ça me rassure. Il n'y a pas que moi qui ai des problèmes techniques ce matin. Ouais. On va attendre si jamais il écrit la question dans les chats et après, sinon, voilà.
Il n'y a pas d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a personne qui pose des questions. Je ne sais pas si les personnes qui restent, vous avez une question à poser ou pas. C'est maintenant les moments. Oui, n'hésitez pas. Euh, Donc, voilà. je ne voulais pas vous assommer, hein. Bon, dans tous les cas, j'utilise ces petits moments. Alors, la question. Qu'est-ce qu'il est prévu pour mieux secourir les migrants en mer? Alors, pour les opérations de sauvetage et de secours en mer, vous savez qu'il y a Frontex qui est déjà assez actif sur ce sujet-là, et les États membres aussi. Donc, il n'y a pas de disposition particulière parce que c'est déjà ce qu'on fait. Vous savez, on a, courant 2022 et courant 2023, on a publié des plans d'action pour les routes, les principales routes migratoires. Donc, pour la route Méditerranée occidentale, Atlantique, la route méridionale, la route des Balkans occidentaux. On a des capacités d'assistance opérationnelle des États membres, notamment avec Frontex, avec la l'Agence pour l'asile, sur les routes, les principales routes migratoires. Et donc, dans ce cadre, il y a un soutien opérationnel qui est organisé et qui a pour objet d'aider sur le chemin des principales routes migratoires. Euh, et donc, bah, selon les flux d'arrivée, c'est vrai aussi au moment de Lampedusa, selon les flux d'arrivée, on peut renforcer les patrouilles, que ce soit au niveau des États membres ou au niveau de Frontex. Bon, j'espère que Je sais pas Nicolas, si vous avez d'autres questions. ouais, il a bien entendu la réponse. Dans tous les cas, c'était clair pour tous. Donc, voilà. Et là, s'il n'y a pas de questions en plus. Oui, Nicolas vous a dit qu'il est OK pour la réponse. Merci beaucoup. Donc, voilà. Et là, s'il n'y a plus de questions, alors. Donc, Olivier ajoute un petit commentaire dans les chats. Avis personnel assez proche du tien, Céline, mieux vaut un accord au niveau européen qui n'est pas d'accord, mais je reste tout de même assez inquiète par rapport à plusieurs points évoqués, notamment celui des accords avec deux pays tiers tels que la Tunisie et la Turquie. Oui, alors là, sur ces points, d'accord, avec les pays tiers aussi, euh, donc bon, de toute façon, tout mieux que le statu quo, hein. On ne peut pas laisser les gens dans des endroits comme ça, sans aide, avec les États membres, c'est toujours les mêmes qui sont concernés par les afflux migrants. Donc, le principe de solidarité, et encore une fois, il est obligatoire, tout ça va vraiment dans le bon sens. Moi, je crois que ça va vraiment permettre d'améliorer la situation, et ça, c'est un point vraiment positif. Après, sur la dimension extérieure, d'accord, avec les États tiers, c'est vrai qu'on a été critiqué sur certains de ces accords. Alors, il faut penser que c'est pas parfait. C'est vrai que parler à certaines autorités, ben, on préférait parler qu'avec nos amis ou qu'avec des gens qu'on aime bien, qui ont des standards suédois. Mais en même temps, pour les gens, pour les migrants qui sont dans ces pays-là, pour les populations locales de ces pays-là, euh, le fait qu'on ait un dialogue politique, qu'on puisse avoir des relations économiques, des coopérations dans plusieurs domaines, euh, ça facilite le dialogue, ça facilite les échanges. Et moi, je crois qu'il faut toujours mieux avoir des échanges, parler, échanger, voir ce qui ne va pas, voir comment améliorer les choses, que de rien faire, parce que de ne rien faire ne va jamais rien solutionner, et on est dans un contexte géopolitique qui est pour le moins tendu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il faut, et c'est tout l'objet de la Mauritanie, de la Tunisie, de l'Égypte. Je vous l'ai dit, la Tunisie, on voit les arrivées d'essai, mais il y a aussi beaucoup de coopération sur place. Euh, et puis nos délégations de l'Union européenne sur le terrain font aussi un travail diplomatique assez important. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas satisfaisant, c'est pas toujours satisfaisant, je suis tout à fait d'accord. Et là aussi, est-ce que c'est mieux de faire l'autruche, de ne pas parler à ces pays alors qu'on a
que c'est des pays d'origine de transit extrêmement importants avec beaucoup d'arrivées dans l'Union, ou pas. Moi, je crois qu'il faut s'engager, il faut s'engager, il faut discuter, il faut faire de la diplomatie, il faut développer les relations économiques, il faut trouver des partenariats qui soient d'intérêt mutuel. Et je crois que c'est ça qu'on essaye vraiment de faire. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut essayer d'améliorer les choses. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense qu'on va bientôt arriver à la fin du webinaire parce qu'on a dépassé déjà l'heure, même si on a commencé avec un tout petit peu de retard. Donc, je vais vous Et je suis encore remercier. désolée pour ce problème technique, c'est vraiment tout à fait regrettable. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, Blanca, je remercie les participants. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me contacter par mail, je ferai de mon mieux pour vous répondre rapidement. Et n'hésitez pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bêtises, hein, vraiment beaucoup de bêtises que je lis à droite ou à gauche. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, n'hésitez pas, je suis vraiment à votre disposition. Merci beaucoup pour ça. Donc, on va clôturer finalement le webinaire pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les Merci, Blanca. participants qui ont été aujourd'hui ici avec nous, en espérant que même avec les problèmes techniques, ça a été bien pour vous parce que c'est un sujet très intéressant et qui est très important dans les politiques d'aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, j'ai commencé à avoir de petits messages qui vous remercient dans les chats. Donc, merci à vous aussi, Céline, pour le webinaire On en d'aujourd'hui. avait plaisir. C'est vraiment un ensemble d'initiatives extrêmement important et il faut bien comprendre ce qu'il y a dedans et les objectifs, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Merci, Merci. Blanca. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir à tous. Adieu. Adieu. Au revoir. Au revoir.